J'en profite parce qu'il y a une autre question qui vient d'apparaître donc en live. Donc, une personne qui nous demande quel est l'état des recherches sur les effets secondaires liés à l'application répétée sur le long terme du minoxidil? Est-ce que les études et les résultats sont fiables, notamment en termes de cancer ou autres? Ouais. Alors, les études et les résultats sont toujours fiables, quel que soit le domaine. Après, c'est juste de faire le tri sur quel était le type d'étude, où ça a été publié et par qui ça a été mené. Parce que du coup, c'est vrai que si on prend maintenant les questions actuelles sur Covid et autres, on a quand même des patients qui sont de plus en plus suspicieux sur est-ce qu'on nous cache des choses, est-ce qu'on nous ment. Donc Mmh. voilà. Il faut comprendre quand même aujourd'hui que pour les médecins dermatologues, pour une perte de cheveux, pour moi, on est quand même 100% dans l'esthétique, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de retentissement sur la personnalité des gens, hein, je minimise pas les choses, mais c'est un problème esthétique, on ne va pas mourir de sa perte de cheveux. Donc, quand on commence à prescrire des choses, en plus, dans ces indications-là, on est quand même béton derrière pour pas prendre de risques et pas commencer à prendre plus de risques que la nature de la prescription. Donc, on fait attention aux études. Maintenant, je dirais que c'est plus des petites études qui vont avoir des messages un peu différents qu'il faudra peut-être plus contrebalancer. Aujourd'hui, sur les effets secondaires, et de toute façon dans notre pratique, hein, puisque du coup, on a les études princeps, c'est-à-dire les études qui sont faites pour avoir le droit d'être commercialisées. C'est comme ça que ça se passe en France, hein. Le laboratoire qui veut mettre quelque chose va dire, voilà, je prends mes patients qui ont là, en l'occurrence, une alopécie androgénétique, je vais les soumettre à des dosages croissants des médicaments et on va voir l'efficacité, mais aussi la tolérance. Parce que l'idée, c'est pas non plus que ça fasse repousser les cheveux, effectivement, et que tu te retrouves avec un cancer de la gorge ou un cancer de la thyroïde 2 ans plus tard. Donc, toujours tolérance et efficacité sur un nombre suffisant pour pouvoir conclure. Et ensuite, les autorités décident, si le niveau de preuve est suffisant, l'acceptation pour la commercialisation. Pas forcément pour le remboursement, puisque ça dépendra d'autres choses, mais en tout cas pour avoir le droit d'être prescrit. Parce que, je dis ça parce que minoxidil n'est pas remboursé. Et pas Ouais. remboursé parce que on a jugé qu'il n'était pas efficace, on ne l'a pas remboursé probablement parce qu'on a jugé que le problème qui menait en fait à cette prescription n'était en tout cas pas du domaine de santé publique. Bon, Ouais, très on clair. change un peu de sujet, mais c'est quand même toujours important parce que à la base, dans mes interactions que je vais pouvoir avoir avec mes patients, on a un peu de confusion par rapport à tout ça. C'est remboursé, c'est pas remboursé, c'est le médicament, c'est pas le médicament. Donc, minoxidil, c'est bien un médicament, il faut une ordonnance et c'est pas remboursé, mais c'est pour d'autres raisons. Et du coup, on a eu des études qui ont été faites. Donc, quand on regarde les études, quand on regarde ce qu'on voit nous en pratique courante, on va avoir effectivement la plainte numéro 1, c'est des cheveux gras. Il peut y avoir des irritations du cuir chevelu, c'est-à-dire avoir le cheveu qui gratte un petit peu. Et ça, d'autant plus si on a un problème sous-jacent, qu'on appelle par exemple la dermatite séborrheique, globalement, on va dire les pellicules du cuir chevelu, puisque le cuir chevelu est plus sensible, ou si on a un peu d'eczéma ou du psoriasis du cuir chevelu. Et puis les effets secondaires vrais qu'on a pu voir, c'est un peu de palpitation de troubles du rythme. Je crois que c'est moins d'1%, donc c'est vraiment extrêmement rare. Et c'est surtout, plus on augmente en âge, donc chez la personne jeune, il y a quand même moins de risques, mais on peut avoir effectivement douleur ou, euh, ou irritation. Donc c'est pour ça aussi qu'on est censé déclarer si on a des antécédents de eczéma, psoriasis du cuir chevelu et que nous, on regarde pendant la consultation. Ok, super, très clair. Donc par rapport au cancer, c'est zéro, hein. Ok, très bien, Pierre.